vous s'agacer là comme ça. Oh, là, là. Ah bonjour. Bonsoir, votre commande. Ça vous fera Peu 14... importe. Je suis youtubeur. Tenez, voilà. Ouais, sauf que là, il manque 4 €. Ah merde. Euh... euh, Sans les coca, ça passe? Sans les coca, ça passe. Bon bah voilà, bah, on fait comme ça du coup. Et ah oui. Tenez, n'oubliez pas le pourboire. Oh, bah merci beaucoup. C'est rien, c'est normal. Oui, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bon, bah à table. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh non, j'avais dit pas de tomates cerises, c'est pas la saison. Ouais, c'est spécial quand même. T'as un truc changé, toi, non? T'as déjà essayé de faire un nœud de cravate avec un pouce en vrac? Cool. Je crois que c'est un doigt qui est sous une feuille de salade. C'est un index, je crois. Vous n'allez pas me croire, mais c'est marrant, ça me rappelle un film. Attendez. Eh oui, c'est bien lui, le voilà, je sais. Oui, bah oui, je me suis changé quand même, à un minimum. Vous ne l'attendiez plus. Alors, quoi? Ah oui, nouveau décor. Oui, je disais, c'est pas pour te faire de peine, hein, mais je suis pas sûr que quelqu'un l'attendait vraiment. En fait, je suis pas sûr que quiconque attende quoi que ce soit de toi. Et alors voilà, parfait. N'hésite surtout pas à me couper la parole. Avec ce genre d'intervention, c'est formidable. Mais tout de suite, avant de commencer, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de Logan. Mais bien sûr que non. Donc aujourd'hui, on va parler de Kiss Kiss Bang Bang, dont voici l'affiche. Un film sorti en 2005 et réalisé par Shane Black. Qui ça? Ah, je me disais aussi. Donc, Shane Black, en plus d'être réalisateur, est ce qu'on peut appeler un putain de scénariste, et il est également producteur à ses heures perdues. On lui doit notamment les scénarios de L'Arme Fatale 1 et 2, de Predator 1, il joue dedans d'ailleurs, de À la poursuite d'Octobre Rouge et de Last Action Heroes. Hero? Last Action Hero. Ah oui, quand même. Le Dernier Samaritain, Au revoir à jamais, un peu sous-coté. Ouais. Ou encore Robocop 3 ou Iron Man 3. Ah ouais, quand même. Et il a été script doctor sur Flic ou Zombie. Ah ouais, mais là c'est plus un ascenseur émotionnel, c'est les montagnes russes à ce niveau-là, le gars. Et en tant que réalisateur, c'est un peu le même problème, dans la mesure où on lui doit aussi bien ceci que cela. Mais Kiss Kiss Bang Bang, il est cool, et il est même très cool. D'abord parce qu'il y a Robert Downey Jr. dedans, et tout est plus cool avec un Robert Downey Jr. dedans. Titre éventuellement, là. Bon, quand on aura fini de jouer les fanboys, on pourra peut-être se recentrer sur le film, non? Hein, que... Ah oui, la suite. La suite. Attendez, bougez pas. Hein. Ah bah oui, le casting. Alors au casting, on retrouve Robert Downey Jr. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Robert Downey Jr. qui a bien sûr été Iron Man, tout le monde s'en souvient. Je suis Iron Man. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il s'agit de suivre aussi. Ça a également été Sherlock Holmes dans les 2 films de Guy Ritchie. Ça a été Chaplin dans Chaplin. Il a joué pour Oliver Stone, David Fincher, Todd Phillips, Ben Stiller. Mais il a également connu une période assez difficile dans les années 2000. Il a fait de la tôle. Il a lutté contre ses addictions.
Il a prouvé qu'une rédemption est toujours possible. Il a incarné un super-héros et a porté sur ses épaules la franchise MCU, jusqu'à ce que la franchise MCU devienne ce qu'elle est, mais c'est pas le sujet. A gagné un Oscar pour son second rôle dans Oppenheimer. Oui, ça aurait pu être pire quand même. Ça aurait pu être carrément pire, oui. Et pour l'épauler, on retrouve Val Kilmer, qui nous a malheureusement quittés en avril dernier. Et on va s'arrêter un moment sur lui, parce que je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Et on va en dire un mot. Bon, alors, temps mort. J'ai écrit cet épisode il y a un moment déjà, à une époque où Val Kilmer était encore en vie. J'avais prévu des effets dramatiques, des sketchs, machin. Mais là, on va faire sobre. Alors, Val Kilmer a eu un très beau début de carrière, avec Top Secret, des As, Top Gun, qu'on ne présente plus, et Willow. Voilà, donc là, on a un peu de culte, sur son lit de culte, avec un peu de culte pour saupoudrer. Et ça, c'est juste 3 de ses 5 premiers films. Il enchaîne avec le très bon Cœur de tonnerre, dont il faudra vraiment que je vous parle un jour. True Romance, Hit, de Michael Mann avec De Niro et Pacino. C'est pas vilain, putain. Et il campera même un Jim Morrison, dont la légende raconte que même les musiciens des Doors n'arrivaient pas à faire la différence entre la voix de Jim et la voix de Val Kilmer, tellement le gars était habité. Et puis, il a tourné Bruce Wayne dans le Batman Forever de Schumacher, que ni lui ni Jim Carrey n'ont réussi à sauver du naufrage. Et ça, et le four de l'île du Docteur Moreau à la suite, et aussi, de ce que j'ai pu lire, son caractère, lui ont fermé beaucoup de portes et ont mis un gros frein à sa carrière. Bon, il y a quand même des gens qui ont continué à lui faire confiance, des Ron Howard, des Tony Scott ou des Oliver Stone, mais c'était rarement pour des rôles titres, pour des premiers rôles, et c'est dommage. Bon, il a quand même joué dans Twixt avec Winona Ryder de Francis Ford Coppola, ça c'est pas mal. Dont Demoiselle d'horreur a fait une super vidéo, et j'espère bien qu'il y aura un lien dans la description. Évidemment, tu penses bien. Faut que je me le note. Il a aussi joué dans Le Bad Lieutenant de Werner Herzog. C'est pas mal tout ça, on est d'accord. Mais il méritait mieux. Et un cancer de la gorge diagnostiqué en 2015 et une trachéotomie qui lui a flingué la voix accélérèrent d'autant plus sûrement sa fin de carrière. Carrière qu'il termine finalement en reprenant son rôle iconique de Iceman dans Top Gun Maverick. Ça a été son chant du cygne et putain ça fait chier. Mondo cane. Et tu proposes d'enchaîner comment après ça? Sans transition et avec Michelle Monaghan, que je sais pas trop pourquoi, je m'entête systématiquement à confondre avec Rosamund Pike, alors qu'elles ont aucun point commun. Si ce n'est bien sûr d'avoir démarré toutes les deux leur carrière au tout début des années 2000, d'avoir joué toutes les deux avec Tom Cruise, une dans Jack Reacher et l'autre dans un Mission Impossible, mais je ne sais plus lequel, et d'être toutes les deux magnifiques. Bon, si on réfléchit bien, ça fait déjà plus de points communs entre elles qu'entre Pascal Praud et un vrai journaliste. C'était vraiment très intéressant. Oh ta gueule, Plectrum. Plectrum. Qu'est-ce que je raconte moi encore, putain? Bon, bref. Alors, Kiss Kiss Bang Bang, qu'est-ce que ça raconte? Et pourquoi ça le raconte bien? Alors, Kiss Kiss Bang Bang, ça raconte l'histoire de Harry Lockhart, un petit voleur paumé et plus ou moins à la dérive, campé par un génial Robert Downey Jr. Tu te répètes. Alors, il est bon, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était pas vraiment un rôle de composition pour lui. Et je dis ça sans aucun jugement. Je dis ça sans aucun jugement. Non, mais je répète pour les deux du fond qui sont en train de ronquer là. Salut Jean-Kévin, tu m'avais manqué, tu sais. Mais oui, c'est un fait. À cette époque, Robert Downey Jr., il lutte encore contre pas mal d'addictions.
il vient de sortir de tôle, il est encore très loin de jouer Tony Stark, donc. Et le rôle de Harry Lockhart, pour lui, il a tout du rattrapage aux branches. Et son personnage décroche lui aussi un casting, parce que... Enfin, pour... c'est-à-dire... Parce que le scénario... Oui, voilà, ça doit être ça. Donc, il quitte la crasse de New York pour les paillettes d'Hollywood. Là-bas, il fera la rencontre de Gay Paris, un privé gay et hardboiled, campé par un Val Kilmer qui pète la classe. Toujours gay? Moi? Non, je suis foufoune à fond, mais ce qu'il y a, c'est que ce nom, je l'aime tellement que je m'y accroche. Et qui est censé l'aider à améliorer son jeu d'acteur. Et il croise également la route d'Harmony, à qui Michel Monaghan prête ses traits. Harmony, c'est un peu la fille du lycée, tu sais, celle que t'as pas eu. Ah, je crois qu'il est bugué. Oui, Harmony, donc, qui a quitté son Indiana natal pour tenter sa chance à Hollywood. Sauf que, révélation, Umbrella, Indiana, peur des araignées, adore les serpents. Harmony, c'est la fille que Harry n'a pas eue au lycée. Parce que le scénario. Oui, là, oui, très clairement, oui. Une fille pour qui il avait des sentiments... C'était la première fois que je ressentais que s'apitoyer sur une personne et avoir envie de la baiser, ça fait des sacrés nœuds dans la tête. Déborder de tristesse, tout en se tapant une trique d'enfer. C'est malsain? Je crois que... Oui, je crois que c'est malsain. Oui, voilà, ce genre de sentiment-là. Ouais. Alors, jour 2. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le film est divisé en chapitres. Un peu comme un livre, finalement. Une histoire qu'on raconte. Je vous l'ai dit que le film est réalisé par un scénariste ou pas du tout? Bref, Harry apprend le métier, disserte sur la construction d'une intrigue en littérature. Ça se passe bien, et puis ça se passe mal. Perry tue une morte. Ils peuvent pas aller voir les flics. Les assassins les reconnaissent. Et Harry jette le flingue dans le lac. Ça va pas la tête? Mon vecteur céramique à 2000 $, un cadeau exceptionnel que m'a fait ma mère. Tu l'as acheté dans le lac juste à côté de la caisse. Ah ouais, moche. J'ai perdu un album de Puff Daddy comme ça, qu'une ex m'avait offert. Enfin, moi, c'est moi qui l'avais jeté, mais enfin, je comprends quoi. Bon, pour la faire courte, ils se retrouvent tous les deux dans une histoire qui les dépasse, mais alors complètement. Et jour 3, Harry perd un pote, un rôle et un doigt. Il y a des jours comme ça. Ah mais ça y est, je l'ai. Je viens de comprendre le lien avec l'intro. Formidable. Donc, shooté au démérol, il commence à se prendre pour un vrai détective. Et ça se passe plutôt bien. Et puis ça se passe mal. Évidemment. Mais les méchants commencent à tomber, dont un sous les balles d'Harry d'ailleurs, et c'est... comment... extrait. Alors t'es toujours là, toi, racaille. Oh, t'as un flingue, je vois? Merde alors, quelque t'es un chose, dur, enfin. toi. Bouge, fais un truc. Et voilà. T'as cru que t'étais par balle, abruti? Putain. Alors je sais, vu comme ça, c'est complètement con, mais je vous garantis que dans la narration du film, c'est très satisfaisant. Oui, alors bon, jour 4, on arrive au bout. C'est là que tous les nœuds de l'intrigue vont se démêler. Ah, et ça se passe bien? Ah non, ça se passe mal. Harry et Perry se font capturer, 2 fois. Harry gagne à la roulette russe, mais perd un témoin, et il passe à 2 doigts de se faire griller les... Vous voyez, quoi. Mais les couilles, dis-le, putain! Oui, voilà, c'est ça, les couilles. Il se prend une balle, Perry, et Harry, dans un dernier sursaut, flingue tout ce qui reste à flinguer de salopard, et fin. Mais pas tout à fait. Bon, alors, je vous ai rushé l'histoire comme un gros porc. On est d'accord là-dessus. C'est pour vous garder un minimum de surprise aussi. Je suis pas un enfoiré. Enfin, si, je suis un enfoiré, mais c'est pas la question.
Et même si je vous ai fait 2-3 fois la vanne du parce que le scénario, c'est vraiment ça le cœur du truc en fait. Si Shane Black sait faire quelque chose, c'est raconter des histoires quand il veut. Et là, il veut. Et ça part dans tous les putains de sens. Et vous savez quoi? C'est ça qui est génial. Et pourquoi c'est autant le bordel, me direz-vous? D'abord parce que ça a été pensé comme un scénario de roman de gare. Ça a été pensé comme ça, écrit comme ça, c'est ce qu'il voulait faire. Et parce que Shane Black a eu l'idée assez géniale et assez roublarde aussi de faire raconter l'histoire par Harry, qui est dans un milieu qu'il ne connaît pas, dans une ville qu'il ne connaît pas, et qui, de toute façon, même en temps normal, est déjà complètement largué de base. Il ne sait pas raconter des histoires. Ça, on le voit dès le début, quand il essaie de trouver des pauvres excuses bancales à donner à son fils au téléphone pendant qu'il est en train de braquer un magasin de jouets. Il est nul à ça. Il laisse des trous comaques dans l'intrigue, il les rebouche plus tard, comme là par exemple. On la lui faisait pas. Pour qui se prenait? C'était qu'un vulgaire écrivain. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à la même fête que moi. Oh, fais chier, j'ai sauté un truc, merde. Le coup du robot, j'en fais tout un plat et puis paf, j'oublie. Putain, trop nul la narration. Et ça, j'adore. Dans n'importe quel autre film, ce serait au mieux un gimmick marrant 5 minutes, au pire, un gros aveu d'incompétence. Mais là, ça marche. Ça marche parce que Harry, mine de rien, il est attachant. Et ça marche aussi parce que on sent qu'il essaye. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Il veut la raconter, sa putain d'histoire. Mais il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il se sent obligé de recontextualiser en permanence, de peur de perdre le spectateur. Et c'est ce qui donne ce côté, en même temps, complètement bancal et foutrarque, mais aussi complètement cohérent à l'histoire qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est beau. Et ça permet même, parce que soyons fous, de faire des apartés didactiques sur certains principes de narration, comme là. Il y a 3 mois, elle le traînait en justice pour récupérer les millions de maman. Il l'a traité de... entre évidemment. Sale pute. Bienvenue à Hollywood. Oh là là. Excusez-moi. Elle est trop nulle cette scène, c'est vrai quoi. Qu'est-ce qu'elle foutait dans le film? Vous vous dites que ça reviendra peut-être plus tard? Peut-être. Oh, j'ai horreur de ça, le coup de la télé allumée qui est cause de la nouvelle centrale nucléaire. Et l'action, jamais. C'est comme le plan du cuistot dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Bon voilà, vous en connaissez beaucoup, vous, des films qui vous proposent une illustration du fusil de Tchekhov et de son implication dans l'intrigue? Comme ça, gratuit? C'est super ludique et en même temps, ça marche super bien en termes de rythme. Il se passe toujours un truc. Ça se passe bien, et puis ça se passe mal. Et c'est pas systématiquement débile, mais par contre, c'est toujours inattendu. Et là où la voix off de, mettons au hasard, Deadpool souligne les failles du scénario en mode « YOLO ma gueule, t'as vu, on s'éclate », là, non. Ça propose une réflexion. Mais calme-toi, Jean-Kévin, je sais. Plus qu'une réflexion, on va avoir davantage une illustration de ce que c'est que de raconter une histoire et de la galère que ça peut être. Harry va nous déconstruire, reconstruire et redéconstruire derrière l'histoire tout au long du film, sans en être bien conscient lui-même, je pense. Par contre, Shane Black, il est complètement conscient, lui, du processus. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Alors, si vous rajoutez un putain de bon trio d'acteurs, avec une très bonne alchimie entre eux, j'ajouterai. Un choix d'acteurs d'ailleurs courageux et empreint, on va pas se mentir, d'une certaine ironie, parce qu'à cette époque-là, qui aurait parié un copec sur Val Kilmer et Robert Downey Jr. T'en as un, ça fait des décennies qu'il court après un vrai bon rôle, le deuxième, il sort de tôle, vous avez 2 paumés, 2 oubliés du système, qui se retrouvent à devoir jouer à l'écran des personnages paumés dans Hollywood. La machine à fabriquer des paumés et des oubliés du système. Si ça, c'est pas de l'ironie, je sais pas ce que c'est. Vous rajoutez à ça des dialogues super bien écrits, un très bon rythme. Bon, ben vous rajoutez quelques références et en bout de chaîne, vous avez un excellent film que je vous conseille fortement.
Après, c'est toujours pareil. C'est que mon avis. À vous de vous faire le vôtre. Ouais, complètement. Regardez Kiss Kiss Bang Bang, je pense qu'il le mérite. Voilà, c'est fini. Restez pour le générique. Si vous vous demandez qui a commis cette lumière, c'est moi. Pour les mères de famille qui pourraient nous regarder, désolé d'avoir dit autant de fois le mot putain. Merci encore. On fonctionne pas trop mal tous les deux finalement. Ouais, j'avoue. Et j'ai des voisins. Et j'ai des voisins qui ont de la voix.